Chers amis, merci d'être de nouveau avec nous pour l'émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale produite par C'est sur la télé. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir avec nous Sylvain Bertrand, chef de chœur. C'est lui qui dirige le chœur de Espéranto de la région, mais c'est un homme avec beaucoup de facettes. Alors, je vais avoir le plaisir de le présenter. Bonjour Sylvain. Bonjour Stéphane. Écoute, moi, comme les auditeurs, on ne te connaît pas. On veut savoir un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton passé, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais. Alors, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu là, d'où tu es, puis ton milieu familial, puis comment tu t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Wow. Je suis quelqu'un qui a été contaminé. Oh, magnifique, c'est beau. Ça commence très mal, hein, mon histoire. J'ai été contaminé très jeune, très jeune, en fait, même dans le ventre de ma mère par la musique. Mes parents étaient mélomanes, musiciens aussi. Et donc, par la force des choses, je me suis intéressé à la musique. Bien, finalement, comme tout le monde, hein, quand il y a de la musique à la maison, on écoute cette musique et puis il y a des fortes chances qu'on soit happé par cette forme d'art, peu importe le style de musique. Ici, moi, j'étais, disons, enrobé très jeune par la musique classique, principalement. OK. Ouais. Et j'ai donc eu assez rapidement le goût de faire de la musique moi-même. Et ça a été par le piano que je suis entré là, dans le monde de la musique. J'ai commencé par être pianiste. Et j'ai donc pris des cours privés. Je suis devenu pianiste, mais c'est arrivé quand même assez tard dans ma vie que je sois pianiste professionnel. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait beaucoup de choses avant d'arriver à ça. Je fais aussi de la musique sous toutes sortes d'aspects aussi. T'as pas joué de la guitare dans un groupe rock, là? Non, pas vraiment. Je m'intéressais... Le piano était pour moi un instrument... C'est intéressant parce que le piano était déjà pour moi un instrument qui me permettait non seulement de faire de la musique, mais de comprendre la musique, de comprendre comment elle était écrite. Okay. J'étais déjà en train d'apprendre, sans me rendre compte, les premières armes. On peut faire mes premières armes en termes d'harmonie, compréhension de la théorie de la musique. La musique classique au sens vraiment strict du terme, c'est-à-dire la musique de l'époque de Mozart, la musique baroque aussi étant des musiques qui sont écrites selon des règles très strictes, en même temps qu'elles sont très expressives. On peut arriver à apprendre beaucoup en découvrant cette musique-là. Mais évidemment, un peu plus tard, je me suis intéressé à d'autres musiques aussi, là. Je sais que tu as fondé à un certain moment un chœur de jazz. J'ai pas fondé un chœur qui était spécifiquement jazz. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu partir un groupe. Pendant plusieurs années, j'ai voulu partir un groupe qu'on appelle un barbershop quartet. OK. Je ne connais pas l'équivalent français, mais qui est constitué de 4 hommes, en fait, 4 voix d'hommes, dans lequel, d'ailleurs, j'avais le privilège de chanter la basse, parce que j'ai fait ça à un moment donné. On m'a invité, alors que j'étais connu par des gens avec qui je faisais du théâtre, parce que je m'intéressais beaucoup au théâtre. Je faisais un peu de piano, les gens savaient que j'écrivais un peu de la musique. Puis à un moment donné, j'ai un de mes potes avec qui j'avais fait du théâtre qui m'appelle, il me dit « Sylvain, viens un tel soir, ce serait le fun. On aimerait ça faire un barbershop. De quoi tu parles? » Puis il dit, ben, tu chantes simplement. Tu viens chez nous, puis on va donner le partillon. On a-tu le partillon, tu viens et tu chantes. Alors moi, dans ma tête, ça fait que moi, chanter, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais aucune idée que j'avais toujours été en contact avec la musique à travers le piano, à travers l'écoute. Mais tu savais que tu avais une voix? Non, pas vraiment, non. J'ai jamais... Non, pas du tout. Même pas. Ben, une oreille. Tu as de l'oreille, mais je chantais pour le plaisir déjà. Je chantais... OK, ben là, tu es en train de... T'as lancé dans quelque chose. Tu es en train de me faire sortir mes anciens secrets, là, parce que c'est ça, c'est très cocasse. Parce que c'est très cocasse parce que j'ai jamais considéré que j'étais un chanteur. Je me suis pas avancé dans la musique en m'annonçant comme un chanteur. Ouais. Mais très jeune, bien avant qu'on m'approche pour ce petit quartet, ce quartet, je me souviens très bien que j'apprenais par cœur des chansons dont, en fait, de 3 auteurs-compositeurs fétiches pour moi, qui étaient Georges Brassens, Boris Vian, le jazz, et Félix Leclerc.
Et je me promenais dans la rue quand j'avais 20 ans, puis je chantais des chansons de Félix Leclerc. C'est drôle parce qu'on est dans la maison de Félix Leclerc. Ben oui, c'est parfait. C'est la troisième fois que je viens ici. C'est non sans une certaine émotion, parce que j'ai beaucoup d'affection pour son œuvre. Donc, je trouve ça assez magique d'être ici. Mais donc, je chantais pour le plaisir, tu sais. Et donc, les gens ne me connaissaient pas comme chanteur, ils me connaissaient comme musicien, comme comédien, bon. Et j'avais écrit de la musique aussi. Et ce type m'appelle, me dit, Sylvain, veux-tu chanter dans un quatuor de gars? Je me dis, de quoi tu parles? Tu sais, moi, chanter. Bon. Alors, j'ai eu la surprise, d'abord, la surprise. Et la grâce, c'est toujours une surprise. Hein? Le bonheur, c'est quelque chose qui t'arrive. Le whoop, surprise. J'arrive dans ce petit salon, je prends une partition de musique d'une page, c'est très court, et là, je me mets à chanter, à lire, parce que je lisais quand même assez bien. Bon, j'avais une voix assez juste, naturellement, sans trop d'efforts, même si elle n'était pas du tout travaillée. Et je me mets à chanter avec ces gars-là, puis j'ai tripé, de toute façon. En bon français, j'ai tripé. J'ai eu un buzz absolu. Okay. Parce que, particulièrement quand on chante la basse, vous remarquerez, si vous écoutez de la musique, c'est un phénomène assez facile à observer pour tout le monde. Si vous écoutez de la musique d'un ensemble ou d'un orchestre symphonique, vous allez toujours percevoir d'abord le son qui est le plus aigu. Vous allez avoir plus de facilité à capter le son qui est plus aigu. Vous allez le capter avant de capter les notes qui sont jouées par les instruments qui jouent dans les registres plus graves, intermédiaires jusqu'au plus grave. Ensuite, vous allez percevoir les notes les plus graves. Puis éventuellement, si vous êtes un peu maniaque comme moi, contaminé, vous allez commencer à écouter les notes dans le sens. Maniaque, je parle dans le sens musical. Oui. On ne va pas préjuger de ta maniaquerie dans d'autres domaines. Merci, c'est pas ça le bon ton. On reste dans le monde de la musique. Donc, en chantant basse dans un ensemble, c'est le pupitre duquel on peut entendre toutes les autres parties. Parce qu'on est en dessous. On parle de hauteur de son, on est en dessous des autres voix. Bon, bref, quand on chante le plus aigu, très souvent, on ne perçoit pas les notes qui sont en dessous. On peut les sentir, on peut les percevoir dépendant des volumes, mais on ne les perçoit pas avec autant d'acuité que quand on est en train de chanter basse. Donc, ça a été pour moi une expérience absolument extraordinaire. On a fait quelques spectacles pour le plaisir, on a même chanté dans le métro de Montréal. C'est ton premier chœur. C'était mon premier groupe. Première expérience chorale, c'est ça. Et j'ai connu en fait, c'est une expérience qui est sensorielle, profondément sensorielle. On est dans un lieu, dans un salon avec un plancher de bois, puis et une acoustique dans ce lieu, même si c'est un salon, il y a déjà une acoustique. Et les 4 voix qui chantent ensemble et qui chantent juste, quand on arrivait sur l'accord, ce qui n'était pas toujours le cas, mais quand on arrivait sur les bonnes notes, on obtenait des sensations qui étaient pour moi nouvelles. Étaient nouvelles aussi parce qu'il y avait des dissonances dans cette musique-là. Il y avait des couleurs un peu plus modernes, on pourrait dire, moderne, tout ça est bien relatif, mais dans lesquels on pouvait pressentir l'apparition des dissonances de la musique jazz, qu'on va entendre dans la musique jazz éventuellement. Donc, quand j'ai eu cette expérience-là, j'ai vécu cette expérience-là, j'ai toujours rêvé, parce qu'évidemment, le groupe, après quelques temps, s'est scindé pour différentes raisons, chacun est parti dans sa direction, mais j'ai toujours rêvé de revivre cette expérience-là. Ça y est, j'étais doublement contaminé, parce qu'à partir de là, c'est jamais sorti de ma vie. Et effectivement, quelque chose comme 6-7 ans plus tard, au moins, j'avais toujours voulu partir un quatuor d'hommes. Trouver 3 gars pour chanter. J'arrivais pas à trouver les gars. J'avais de la misère à trouver les personnes. J'ai même passé des annonces à l'époque dans une revue à Montréal qui s'appelait, qui existait encore, la revue Voir, qui existe encore, je ne me trompe pas. À l'époque, c'était un papier. Oui, là, c'est une revue luxueuse, mais je ne sais pas si elle paraît encore. Elle a paru, là, j'ai vu quelques numéros il y a peut-être 1 an. À l'époque, c'était gratuit, c'est distribué partout. Puis il y avait des petites annonces. Bref, j'ai passé des annonces. Je m'entends encore dire au téléphone, c'est assez cocasse, vous allez voir, c'est très drôle. Je m'entends encore dire au téléphone à la personne, la revue, le journal, je vais passer une annonce, okay? Comment ça fonctionne? Dites-moi votre texte, je vais l'écrire, comme c'est pour demain, ça pressait. Elle dit, on cherche un homme pour chanter dans un quatuor. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est discriminatoire. Vous ne pouvez pas dire que oui, mais je cherche pas une femme, je cherche un homme pour chanter dans un quatuor d'hommes. Il a fallu que je m'explique un petit peu. C'est assez cocasse. Et finalement, je n'ai jamais trouvé mes 3 gars. Ça a toujours été très difficile. À un moment donné, il y avait des gens autour de moi avec qui je faisais de la chorale. Parce que j'avais été invité à participer dans un chœur. Des gens qui, autour de moi, faisaient de la chorale, qui chantaient. Des gens qui gravitaient, là, des amis, dont des filles qui me disaient « Moi, j'aimerais ça chanter dans un petit groupe. » Alors, j'ai arrêté de chercher, j'ai pris
j'ai pris ce Les qui gens était qui là. étaient autour de toi pour faire quelque chose. Et, OK. et ce groupe Oui. que j'ai parti, qui n'était pas dédié spécifiquement au jazz, mais dans lequel il y avait des couleurs jazz. Il y avait des pièces qui étaient jazz, mais il y avait des pièces qui ne l'étaient pas nécessairement. OK. J'ai envie de dire que c'est un groupe de répertoire variété. Ce groupe existe encore, d'ailleurs. Ah. Ça s'appelle Les Voix publiques. OK. Les Voix publiques. Est-ce que tu en fais encore partie? Je suis encore je suis un membre honoraire. Ah, OK. OK, bon. Dans le sens où, après un certain nombre d'années, qui est quand même, pour combien d'années on était ensemble, une dizaine d'années, j'ai jugé qu'il était préférable pour le groupe que c'est pas moi qui dirige, parce que je dirigeais. On était rendu à une étape là, dans notre vie de couple, groupe et chef, où on pense qu'à un moment donné, ça peut être bien qu'il y ait d'autres chefs, et puis bon, d'autres façons de dire les choses, d'autres façons de faire évoluer les choses. Et on est encore en très bonne entente. Oui. J'écris encore à l'occasion des arrangements pour ce groupe. Donc, c'est un peu sur commande. Ils le font, eux, de façon très... moi, je dirais, ils font quand ça leur convient, en fonction de leur disponibilité, parce que ce ne sont pas nécessairement des chanteurs professionnels, ce sont des acteurs, ce sont des gens qui travaillent d'ailleurs dans le cinéma. Donc, ils le font pour le plaisir, mais bon, il n'y a pas une recherche de il n'y a pas une recherche concert. non. À l'occasion, ils ont des engagements parce qu'on leur demande parce qu'on les connaît. Oui, puis la qualité est quand même là. On arrive à quelque chose dans le groupe qui est assez extraordinaire. Donc oui, j'écris encore des arrangements. Donc c'était pas vraiment un groupe jazz, parce que tout ça pour dire, pour une petite rectification, tu vois ce que ça donne, une espèce de temps. Bref, une petite rectification, c'était pas vraiment un groupe jazz, mais dans lequel il y avait des musiques aux couleurs jazz. OK. Je te parlais tout à l'heure là, du domaine Forget. Oui, okay. c'est là donc, que, effectivement, c'est pour ça, pour faire le lien avec ta question, parce que dans ta question, il y en avait plusieurs. Donc, je vais essayer d'aller ramasser tout ça. Et effectivement, je me suis intéressé à la musique jazz en tant que pianiste et en tant qu'arrangeur. Je me suis mis à écrire des arrangements qui sont jazz. Et je me suis francophone? Effectivement, c'est Plus arrivé. précisément Exactement. Okay. Et par la suite, pour faire une histoire courte, si c'est possible. On ne sait pas. Enfin, les histoires peuvent être courtes, mais des fois. Il est arrivé que je me suis mis à m'intéresser à un répertoire en français qui serait jazz, qui serait swing, qui serait... Bon. Et en faisant ça, je me suis trouvé à occuper une niche qui était assez spécifique et dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense à un monsieur qui s'appelle Vincent Morel, qui est un professeur de chant, un arrangeur, un excellent chanteur, un improvisateur hors pair, qui a son propre groupe qui existe encore depuis bien plus longtemps que le groupe dont je vous ai parlé, qui s'appelle Bémol 9, qui est un groupe qui fait encore un concert annuel et quelques prestations, dont le niveau est quand même très élevé. Ce sont tous des professeurs de chant, des gens qui chantent. Vincent, je prends l'exemple de Vincent, c'est une de ces personnes qui écrivait du jazz en français au moment où je suis arrivé dans le décor. Il y en avait quelques autres, bien entendu, mais la niche était quand même assez spécifique. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Et par la suite, de fil en aiguille, en fait, les gens se sont mis à me demander de faire des arrangements jazz en français. Voyant que j'en faisais, mon nom s'est mis à circuler de cette manière-là, parce que j'écris beaucoup d'arrangements. J'écris des arrangements pour des chœurs, pour des instruments, des orchestres. Et quand j'en écris pour des chœurs, j'écris pas seulement pour des chœurs jazz. D'ailleurs, le chœur que je dirige à Vaudreuil, qui s'appelle le chœur Espéranto, n'est pas un chœur jazz. Non. Pas du tout. Mais c'est toi qui fais les arrangements. Je fais les arrangements, puis des fois, c'est des arrangements qui n'ont rien à voir avec le jazz. Des fois, c'est vraiment de la musique, entre guillemets, populaire. Là. Je veux toujours faire attention aux mots qu'on emploie quand on essaie d'encadrer un style de musique. Mais on fait de la musique qui n'est pas jazz et qui est autre chose. Donc, même des musiques du monde, en fait. Donc, j'ai été impliqué à cause de ça. Je me suis intéressé au jazz vocal en français, mais au jazz vocal tout court. J'ai eu le privilège d'aller travailler au domaine Forget pendant une quinzaine d'années avec une figure qui m'a beaucoup inspiré, qui est très importante pour moi, qui est un peu un des rares professeurs que j'ai eu, je peux dire. S'il m'entend, il ne va pas être d'accord, il va dire que j'ai rien à apprendre, je le connais, avec son humilité, mais c'est quelqu'un qui dirigeait cet atelier, qui s'appelle Régent Marois, un gars du Québec qui enseigne maintenant dans une université en Colombie-Britannique depuis assez longtemps. Et donc, j'ai appris et j'ai comparé ce que je faisais avec ce qu'il faisait. J'ai regardé un peu. Donc, là, tu viens de dire que, en fait, tu n'as pas de formation académique pour le travail que tu fais? Je suis un authentique imposteur.
Autodidacte, on dit. On dit, il faut dire autodidacte, Ouais, avec le complexe, pardon pour le mot, indécrottable, le complexe indécrottable d'imposteur. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, parce qu'effectivement, j'ai pas une formation académique formelle, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose que je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui me dit, ça se peut pas, il y a quelque chose que je devrais savoir. Là, il me semble que ça, je devrais. Mais ça, c'est une espèce de chose qui arrive quand on fait quand on s'intéresse, enfin, j'allais dire à la musique. Je vais parler de la musique parce que c'est un truc que je connais, mais la musique, c'est un monde comme ça. Vous savez, vous travaillez le jazz pendant 15 ans, vous développez votre improvisation, vous apprenez le langage du piano jazz, puis là, à un moment donné, vous vous intéressez, par exemple, au tango. Hein. Oui. Là, vous ouvrez la porte, puis là, vous dites, mais je connais rien ici, là. Et c'est tout un monde, le tango. C'est pas du jazz qui n'est pas de jazz. Le tango, c'est une musique en soi, c'est une expression en soi. C'est pas juste des notes qui vont ensemble avec des instruments. C'est une pensée. Ouais. C'est une culture. C'est pratiquement une culture. Voilà. Quand je dis tango. pensée, c'est un équivalent pour moi pour le mot culture, effectivement. Ouais. C'est un geste d'expression qui correspond à une façon d'exprimer les choses, qui est vraiment très, très spécifique. T'sais. Donc, bref, on est toujours en train d'apprendre. Alors, l'imposteur, quand même, dirige 4 cœurs. Oui, oui, absolument. Ben, imposteur. Évidemment, je fais un peu d'humour en disant ça. Je sais bien, là. J'essaie de garder les pieds sur terre, en fait, puis de toujours m'améliorer. Je dirige 4 cœurs, oui, maintenant. Je dirige plusieurs groupes depuis maintenant. Ça fait quand même combien d'années que je fais ça? Plus que 20 ans que je dirige des groupes. Éventuellement, on m'a invité, d'ailleurs, je me rappelle, à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone parce que des gens de l'Alliance des chorales, il y a une alliance de chœurs au Québec. C'est un organisme qui est très important, qui réunit tous les chœurs du Québec. Et il y a une alliance canadienne aussi, qui organise des événements pour les chœurs et qui essaie d'encadrer, donner des ressources, des partitions. Bon. Puis il y a des concours internationaux de chœurs. Il y a des concours de chœurs, effectivement, des concours canadiens. Oui, c'est très intéressant. Et à un moment donné, quelqu'un qui me connaissait m'avait vu travailler. Bon, vous savez, c'est des références comme ça, de fil en aiguille. Quelqu'un m'appelle, me dit, on a besoin d'un chef pour notre chorale. T'sais. Et pour la première fois, ça faisait quelques années que j'avais parti mon groupe, j'avais pas tant d'expérience en direction. Quelqu'un m'engage formellement pour diriger des répétitions, un chœur, avec tout ce que ça implique. Ça devrait être là à chaque semaine, tel soir, telle heure à telle heure, à diriger un concert et tout. Alors évidemment, j'avais mes armes musicales qui étaient là, parce que j'avais touché à la musique de bien des manières. Oui, mais être chef de chœur, ça implique plus qu'être un musicien. Effectivement. Okay. Alors là, qu'est-ce que ça implique, là, être chef de chœur? Ça implique... en fait, je pense que ce genre de travail... je ne sais pas si on peut dire ça de tous les métiers, mais en tout cas, une chose est sûre, je peux le dire du travail de chef de chœur, je pense que c'est vraiment comme du vin. C'est vraiment comme du vin. Un bon vin devient plus intéressant en vieillissant. Okay. Je pense qu'un chef de chœur devient plus intéressant avec l'expérience. Parce que, diriger des chœurs, vous savez, c'est être devant un groupe, hein? Donc ça veut dire qu'il y a une certaine notion de leadership, d'animation, mais un groupe qui est particulier, parce que c'est un groupe qui vous engage pour le diriger. Ouais. C'est un groupe qui est un peu votre patron, dans le sens que c'est lui qui vous paye, mais en même temps, il vous demande... C'est un peu comme prendre un cours, en quelque sorte. Quand vous prenez un cours, vous allez voir le professeur, vous n'attendez pas que le professeur vous dise « Ah, t'es bien bon, mon ami ». Vous attendez, vous le payez pour qu'il vous fasse évoluer. Ouais. Alors, la job de chef de chœur, c'est pas en même temps un cours. Mais en même temps, il y a un aspect pédagogique aux choses, parce que les gens qui font de la chorale ne sont pas nécessairement des musiciens, ne sont pas la plupart du temps des musiciens professionnels. Ouais. Bien souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de musique. Très souvent aussi, ce sont des gens, parce que ça arrive, très souvent des gens qui ont une formation en chant, en instrument, des gens qui ont un intérêt pour la musique. Bon, les gens ont quand même leur culture, leur musicalité. Donc, arriver à mettre tout ça ensemble, il y a un aspect pédagogique à ce travail-là. Donc, ça demande des qualités assez particulières. Évidemment, la partie technique de la chose, c'est-à-dire connaître la voix. Ouais. Parce qu'on a des gens qui... Les registres de chacun, comment harmoniser tout ça ensemble, comment aider chacun à trouver sa propre place, son propre registre, sa façon de chanter, de respirer. Oui, ça, c'est la partie de la technique vocale, la partie de la technique, je dirais, théorie musicale. C'est-à-dire être capable de comprendre une partition dans son ensemble. Ça, mais des gens qui sont capables de lire une partition, c'est pas tout le monde. Ben, c'est assez étonnant, mais la lecture de la partition, qui est une chose qui paraît très mystérieuse, en fait, quand on ne sait pas, ça prend à peu près une quinzaine de minutes à apprendre. Je voudrais bien comprendre les signes qui sont sur une portée.
Okay. Apprendre à lire, c'est-à-dire prendre une partition puis commencer à chanter, ça prend pas mal plus de temps. Ça prend de la pratique. Okay. Mais la compréhension des signes qui sont là est relativement simple. Hein. Okay. D'ailleurs, c'était très drôle. À un moment donné, j'étais, je sais pas comment ça se fait que j'avais ça. Je pense que je devais aller chanter dans un petit groupe pour un contrat. Je me rappelle plus trop, mais je sais que j'étais dans l'autobus à Montréal, dans un autobus, je me dirigeais dans un truc. Puis j'avais mes partitions ouvertes. Puis j'étais en train de lire un truc, il fallait que je me rafraîchisse la mémoire. Bon, bref. Puis il y a une dame en face de moi, elle me dévisageait, tu sais. Puis à un moment donné, parce qu'elle avait remarqué que j'avais une partition, elle me dit, elle m'adresse la parole, tu sais, à Montréal, un étranger vous adresse la parole, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Oui. Extraordinaire, tu sais. Alors, elle me dit, je m'excuse, monsieur, de vous dévisager, mais j'ai jamais vu ça. Vous lisez la musique comme si vous lisiez un livre. Est-ce que je peux prendre une photo? Mais aucun pourquoi problème. Pas une vidéo? Non. Non, mais attends, je me rappelle. Oui, c'est ça. Je me souviens pas, mais je sais qu'elle a pris une photo ou un truc comme ça, tu sais, si ça peut vous... Pas de problème, j'ai pas de problème avec ça, mais vous savez, il n'y a rien de magique là-dedans. Là. Ça s'apprend à la lecture de la musique, tu sais. Donc, mais j'avais évidemment... j'ai le bagage d'un autodidacte avec tous les espèces de trajectoires multiples et des fois... Peut-être qu'un autodidacte est d'autant plus ouvert à apprendre des nouvelles choses parce qu'il est toujours conscient de ses propres limites puis qu'il y a des nouvelles choses à apprendre. Exact, mais je pense que l'attitude d'ouverture n'est pas nécessairement associée au fait d'être autodidacte. Il y a des gens, je pense que c'est... Okay, mais effectivement, quand je parlais, je disais que j'ai un imposteur, évidemment, j'illustrais ce que tu dis, c'est une espèce de sentiment que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Tu sais. Mais, c'est un peu le fait de tout le monde dans tous les domaines, hein, en réalité. Là. Donc, ce qui est particulier dans le travail de chef de chœur, donc, c'est de jumeler tout ça et avec les années, je vais être très honnête avec vous, je vais faire un aveu ici, on est à la Attention à ce que tu veux dire. Ça y est, j'y vais, tu sais. Ça, on reste dans la musique. Mais bon, non, je vais faire un aveu. Mais ça, mes amis, les gens à qui je parle savent ce que je veux dire. Pendant de très nombreuses années, je sortais des répétitions très mécontent. Mécontent de moi, mécontent du résultat, mécontent. J'ai des insatisfactions. La frustration de l'artiste. La frustration de l'artiste, peut-être. Ouais. Parfois, la frustration aussi humaine. Pas être capable de communiquer ce qu'on souhaite, ce à quoi on souhaite arriver, puis avoir une relation qui peut être conflictuelle, des fois, avec les gens. Ça, c'est l'expérience humaine. Hein. Pendant de nombreuses années, j'étais pas très satisfait quand je sortais d'une répétition, puis je continuais quand même. Alors ça, c'est un vrai mystère pour moi, cette espèce d'entêtement. Mais je peux dire maintenant que je suis rendu ailleurs, j'éprouve du plaisir dans les répétitions. Ça t'a bénéficié, finalement, ton entêtement. Probablement. La chose est sûre, c'est que je crois maintenant qu'avec l'expérience, je suis un peu plus d'aptitude à diagnostiquer. Écoute, on n'a pas parlé du chœur espéranto, puis on arrive à la fin. Pas déjà? C'est fou, hein, le temps passe. Non, mais on n'a rien dit à date, là. OK. Ben alors, parlons du chœur espéranto. Ben non, je sais bien. On va juste commencer. Faudrait avoir une entrevue de 2 heures là, pour y arriver. Tu veux parler du chœur espéranto? Oui, parlons un peu du chœur espéranto, parce que c'est le chœur espéranto qui est inscrit dans notre communauté. Je dirais même que c'est grâce au chœur espéranto que nous sommes ici aujourd'hui, que j'ai le privilège de vous rencontrer dans cette maison de Félix Leclerc. En tout cas, bon, je te laisse me vouvoyer, mais je préférerais que tu me dises toi. Je dis pas grave. Je dis vous. Je parle de l'équipe ici parce que... OK, d'accord. Parfait. Il y a une équipe, n'est-ce pas? Mais donc, le chœur espéranto, c'est une expérience comme il y en existe. Hein? C'est des gens qui se regroupent à un moment donné, qui décident de forger un chœur à leur image en fonction de leurs aspirations. Puis ce chœur-là avait l'intention d'être un chœur multiculturel. Il y avait effectivement un intérêt pour ça au départ. Et ce chœur, donc ces gens-là m'ont rejoint assez rapidement, m'ont demandé de les diriger. Donc ça fait maintenant, je crois que c'est la 5e année ou la 6e année qu'on fait de la musique ensemble. Le nom espéranto d'ailleurs est arrivé bien après la formation du chœur. Il y a eu quand même quelques mois d'opération avant qu'on se trouve un nom. Espéranto qui est la langue, qui est supposée être la langue internationale. Oui, qui était une espèce de rêve d'une langue qui serait parlée par tout le monde, qui juxtaposerait
décomposerait les syntaxes de différentes langues pour qu'on se retrouve. Mais finalement, c'est comme une nouvelle langue. C'est intéressant parce que quand on parle français, quand on parle espagnol, quand on parle italien, anglais, il y a des mots qu'on va reconnaître dans cette langue. On va reconnaître. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste de l'espéranto d'ailleurs. Mais oui, effectivement, il y avait un intérêt pour une ouverture vers des cultures autres que la culture francophone. On va dire comme ça. Mais c'est une réalité quand même qui demande quand même des ajustements. Je me souviens, je vais vous donner une anecdote, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est que je pense qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé à trouver, on n'est pas trouvé encore la manière d'intégrer tout ça. Peut-être que ça va venir, mais je me souviens très bien à un moment donné d'une personne d'origine, en fait, de langue espagnole, je ne me rappelle plus de quel pays, donc qui vit à Vaudreuil, qui est ici, et qui a eu le goût de participer à la chorale, mais qui parlait à peine le français. Et alors, vous voyez comment je parle beaucoup et je parle vite. C'était difficile pour la personne de te suivre? Alors, c'est très difficile. Ça demande... il y a comme une espèce de mécanique dans la gestion de tout ça qui n'est pas tout à fait établie. Et puis, le groupe avait besoin aussi de faire ses premiers pas comme groupe, parce que un groupe, ça prend quand même des années avant d'arriver à une certaine maturité. Écoute, Sylvain, on arrive à la fin, mais bon, moi, c'est quand le prochain... Je ne sais pas si on est arrivé à la maturité à penser quelques regarde, mais je sais que vous faites des belles choses, puis vous allez vous présenter un spectacle, je pense, dans les... peut-être... au mois de mai prochain. Ah, là, c'est des choses que je devrais savoir par cœur, les dates de nos concerts. Mais est-ce que Esperanto a un site Internet? Bien sûr, et d'ailleurs... Esperanto.ca? Je pense que si on cherche Chœur Esperanto, on va tout de suite... Chœur Esperanto. Sur Google. Sur Google, on va tomber... On va trouver immédiatement les dates. On a 2 concerts, un samedi et un dimanche vers 16h à l'Opticentre sur le boulevard. Les gens connaissent ça ici dans la région. C'est ça. Ah oui. C'est une ancienne église. Voilà, exact. Exact. Et cette année, particulièrement un concert hors norme par rapport à ce qu'on a fait les premières années. On utilise... Il ne faut pas que je vende tous les punchs, c'est vrai, ça ne faut pas que je dise des secrets. Mais ça va être musicalement... Il faut que tu nous allumes. Il faut que je vous allume, mais ça va être spécial. L'orchestration et la disposition de la salle doit être très, très étonnante. Et on l'espère utiliser au mieux l'acoustique de cet endroit. Il y a une certaine acoustique dans ce lieu. Pour une chorale, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Ah, Sylvain, c'est la fin de notre entrevue. Il faudrait avoir encore des demi-heures et des demi-heures. J'ai l'impression qu'on aurait 2 heures et qu'on parlera encore de toute façon. Si on parle de musique. Oui, absolument. Écoute, merci beaucoup de ta présence. C'était vraiment très intéressant. On a hâte d'entendre le chœur, de te voir à l'œuvre. On devait parler d'autres choses, on devait parler de chœur en fusion, de tout ça. Il y avait un paquet de sujets qu'on aurait dû soulever, mais bon. Prochaine rencontre. Oui, peut-être qu'on pourrait se donner un rendez-vous. C'est ça, exactement, pour parler de tout ça. Merci, Stéphane. Merci à toi. Chers amis de la culture, je vous remercie d'être avec nous encore une fois. Vous voyez comme nos rencontres sont extraordinaires, sont pleines de surprises. En tout cas, bon, alors je vous invite certainement à venir nous rencontrer la semaine prochaine ou à aller sur le site de cesur.tv pour découvrir à l'onglet émissions. Là, vous allez chercher Mosaïque, puis vous allez trouver toutes les émissions. Il y a des choses formidables pour découvrir tous les artistes, artisans, travailleurs de la culture qui sont ici, puis qui œuvrent pour créer une véritable culture régionale, puis qui sont servis merveilleusement par C'est sur la télé. Alors, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Excusez-moi, pourquoi vous étudiez ici? Parce que j'habite à côté. Parce que c'est le meilleur chocolat chaud en ville. Saviez-vous que Vaudreuil-Soulanges compte plus de 200 cafés et restaurants? Les connaissez-vous?